Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Thread Horror. Je voulais déjà vous remercier pour votre accueil sur ma première vidéo, c'est vraiment juste incroyable. Donc merci beaucoup d'avoir été présent au rendez-vous et d'avoir apprécié ce nouveau concept que j'essaye de mettre en place sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît également, n'hésitez pas à liker la vidéo, moi ça me fait super plaisir et ça montre que vous appréciez ce que je fais. Donc on est parti pour se mettre dans l'ambiance. On se retrouve donc pour cette première histoire qui se déroule en Belgique. C'est l'histoire de Gigi qui avait 14 ans au moment des faits. Elle vivait dans une maison dans un quartier plutôt résidentiel avec ses parents et son petit frère Noah. Le petit Noah était malade depuis déjà une semaine, donc il occupait vraiment toute l'attention dans sa famille. Un soir, les parents de Noah et de Gigi ont décidé d'aller à la pharmacie pour aller chercher d'autres médicaments pour guérir le petit Noah. La météo devait changer le soir, il devait pleuvoir, donc les parents, avant de partir à la pharmacie, ont demandé à Gigi d'aller dehors pour ranger les jouets de Noah et le trampoline qu'il y avait dans le jardin pour pas qu'ils prennent la pluie. Une fois les parents partis, Gigi s'est exécutée, elle a rangé quelques jouets. Chose étrange quand elle range les jouets, c'est qu'elle remarque que le voisin est en dehors de sa voiture et qu'il regarde vers sa maison de manière un peu étrange, comme s'il était inquiet. Gigi elle remarque pas, donc elle range les jouets et elle retourne à la maison. Et elle s'est dit bon bah je rangerai la suite après, parce qu'il fallait qu'elle prépare le repas du petit Noah pour qu'il puisse ensuite continuer à se reposer. Avant ça, elle était un peu fatiguée, donc elle s'est mise tranquillement devant la télé. Il était encore assez tôt, donc elle s'est dit qu'elle allait patienter un petit peu avant de préparer le repas. Donc elle a attendu devant la TV et ensuite elle s'est dit bon bah maintenant c'est l'heure. Elle s'est reposée et elle a décidé du coup de faire le repas et qu'ensuite elle irait ranger le reste des jouets qui étaient encore dehors. Elle ouvre le frigo et elle se sent un peu observée. Il faut savoir que dans la cuisine de Gigi, il y avait une grande fenêtre qui donnait sur l'extérieur. Et elle décide de regarder à travers cette grande fenêtre et elle voit un homme qui la fixe au travers de la fenêtre. Gigi est littéralement paniquée, elle a envie de crier mais aucun son ne sort de sa bouche. Et elle réfléchit très rapidement. Elle se dit qu'elle doit absolument aller à la porte pour vérifier que c'est bien fermé. Ensuite mettre en sécurité son petit frère. Donc elle se dirige vers la porte et elle voit que la porte est entrouverte. Elle se dit qu'elle a peut-être oublié de fermer la porte quand elle a ramené les jouets à l'intérieur de la maison. Gigi se dit qu'elle doit vite monter à l'étage pour mettre en sécurité son petit frère et qu'elle ne devrait pas aller fermer la porte, parce que le temps qu'elle aille à la porte et elle fermer, le mec aurait le temps en fait de forcer la porte le temps qu'elle y arrive, et vu qu'elle est petite qu'il pourrait rentrer facilement dans la maison et la mettre en danger. En plus, à chaque fois que Gigi bouge face à la vitre, en fait l'homme qui est derrière la vitre la suit. Gigi se précipite dans la chambre de son petit frère qui se trouve à l'étage. Son petit frère se fait réveiller parce que Gigi fait un bruit énorme. Elle ferme la porte et là elle entend des bruits dans la maison. Gigi ne sait pas quoi faire, elle est totalement perdue, elle veut mettre son petit frère à l'abri, elle pense qu'à le sauver. Du coup elle regarde au travers de la fenêtre et elle voit le trampoline qu'elle n'avait pas encore rangé. Donc elle décide de prendre son petit frère et de sauter par la fenêtre sur le trampoline. Le trampoline réceptionne. Elle avait peur éventuellement de se casser la jambe ou de se fouler la cheville en sautant, mais finalement rien de dramatique ne se passe. Gigi, un peu déboussolée, elle regarde autour d'elle et elle voit son voisin qui l'a regardé précédemment, qui lui a vu l'homme justement regarder et rentrer dans la maison. Il a dit à Gigi, à son petit frère, de venir chez lui. Après Gigi avait totalement confiance en lui parce qu'elle joue régulièrement avec les enfants de cette personne là. Ils ont attendu ensuite chez le voisin, ils ont appelé la police. Les parents sont revenus, eux avaient prévu de passer une bonne petite soirée parce qu'ils avaient acheté les médicaments, un film, des pizzas pour passer une petite soirée chill. Et ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait éventuellement un voleur qui arrive chez eux. Donc la police est arrivée, ensuite ils n'ont plus jamais eu de nouvelles de la personne qui s'est introduite dans la maison. Ils ont déménagé, on peut le comprendre, et du coup ils n'ont plus jamais eu de problème similaire ensuite. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gigi reste traumatisée par rapport à cet événement là. Ça c'est totalement compréhensible, et elle ne sait pas à l'heure actuelle, même si elle a pris de l'âge et que elle réfléchit beaucoup à cette situation, ce que la personne en fait voulait, si elle voulait commettre un meurtre, juste cambrioler, s'infiltrer, enfin elle n'a vraiment aucune idée. Après elle se dit que si elle avait essayé de fermer la porte, peut-être que là ça aurait pu être encore plus dramatique. Si elle avait rangé tous les jouets au même moment, il y aurait pu le trampoline, donc peut-être qu'ils n'auraient pas pu sauter par la fenêtre. Pour cette seconde histoire, on va suivre l'histoire de Mike qui a emménagé dans un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble dans une ville de base plutôt tranquille, mais lui vit dans un quartier qui est un peu réputé pour pas être au maximum niveau sécurité, on va dire. Donc Mike, le jour où s'est passé les faits qui l'ont traumatisé, il avait invité un ami qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, qu'on va appeler ici Gabriel.
Mike et Gabriel, c'était des amis du lycée. Ils se sont dit ils allaient faire un peu la bringue. C'est-à-dire qu'ils se sont dit on va picoler un peu, on va se mettre des films d'horreur. Ils voulaient aussi fumer un peu de weed. Ne fumez pas de weed et ne buvez pas d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Du coup, ils se faisaient un peu kiffer comme ça. Et du coup, c'est dans l'excitation des films d'horreur, hein, ils se faisaient une soirée, une nuit blanche film d'horreur. Ils entendent à un moment quelqu'un qui toque à la fenêtre. Et au début, ils pensaient que c'était en fait dans le film qu'il y avait justement les sons. Et puis finalement ça retoque, ça continue. Au fur et à mesure ils disent ben non mais finalement c'est pas le film, c'est vraiment dans l'appartement. Donc ils flippent totalement. On est aux États-Unis, donc Mike a un pistolet caché sous son oreiller, donc il se dit je vais aller le chercher parce qu'on sait jamais. Il prend dans la main et puis il se dit mince, mais si c'est quelque chose d'anodin et que je tire, je peux prendre une décision qui va changer ma vie et changer la vie de la personne sur laquelle je vais tirer. Finalement il pose son pistolet. Il décide en fait de sortir dans le couloir et de traverser le couloir pour aller à une porte qui donne vers l'extérieur, vers là d'où le son provient. Et en fait, il se dit qu'en regardant par là, il pourrait voir la personne qui toque à la fenêtre et qu'il serait quand même à une certaine distance de sécurité pour s'enfuir ou appeler la police si jamais c'est quelqu'un de dégénéré. Et là, Mike voit quelqu'un en vélo, totalement normal, qui toque à la fenêtre et Mike se dit bon, en fait le mec il toque juste à la mauvaise fenêtre. Il lui dit mec tu te trompes de fenêtre, tu toques chez moi, c'est pas là que la personne que tu cherches à joindre habite. Et là la personne lui dit non, il dit j'appelle personne, il y a quelqu'un de bizarre qui est rentré dans l'immeuble. Là mec se dit bon je laisse tomber, en fait le mec il veut juste pas admettre qu'il s'est gouré. Et du coup il décide de repartir avec son pote regarder leur film d'horreur. Donc la nuit suit son cours. Mike et Gabriel, à force de regarder des films d'horreur, ils ont faim et ils se disent mince on n'a plus de quoi manger. Et ils se disent ah attends au 3e étage il y a une machine vous savez un distributeur de nourriture. Ils prennent l'ascenseur, ils se rendent au 3e étage, l'ascenseur s'ouvre et ils voient assis sur une chaise un homme d'une 60aine d'années avec un long manteau assez creepy. Et là Mike se dit ah le mec qui était dehors qui nous a dit qu'il y avait quelqu'un qui était rentré dans l'immeuble, il avait peut-être pas tort parce qu'il savait pertinemment que le mec était assis sur la chaise et qu'il ne vivait pas dans l'immeuble. Mike et Gabriel ne disent aucun mot. Il marche dans le couloir pour se rendre à la machine. Le mec se lève et prend l'ascenseur et s'en va. Jusque là, rien d'anormal. Sauf que quelques minutes plus tard, ils entendent la porte de secours. Vous savez qu'ils sont dans certains immeubles, on a l'ascenseur, on a aussi des escaliers de secours en cas d'incendie qu'on peut aussi emprunter. Et du coup, il y a cette porte-là qui s'ouvre. Et en fait, le mec avait pris l'ascenseur pour aller à l'étage en dessous. Il était sorti de l'ascenseur et il avait pris les escaliers de secours pour remonter à l'étage d'où il venait et où il y avait Mike et Gabriel au distributeur. Le pote de Mike, lui, Gabriel, il avait pris une plante au cas où pour se défendre. Il faisait genre, il ne l'avait pas vu. Ils essayaient de ne pas avoir de confrontation visuelle avec ce mec-là qui était assez creepy. Le mec avec le manteau creepy se dirigeait vers Mike et Gabriel et il gardait les mains dans les poches. Mike se dit, mince, s'il a un couteau, faut l'empêcher d'arriver jusqu'à nous, jusqu'à une distance où il pourrait éventuellement nous poignarder. La seule chose qui séparait Mike et Gabriel de la personne qui avançait vers eux, c'était une table de ping-pong. Là, Mike se dit, bon, en s'écartant petit à petit de l'homme creepy, en essayant de se dégager le plus possible, il lui dit, en anglais, il dit what's up, quoi. Il lui dit comment ça va, ou bonjour, quoi. Et là, le gars, il marmonne quelque chose, et puis au fur et à mesure qu'il se rapproche de Mike et Gabriel, il commence à pouvoir voir un peu à quoi il ressemble. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a un visage pas un visage, on va dire, en bonne santé, assez, un peu peut-être un visage ravagé par la drogue ou par l'alcool, ou voilà, on sent que qui respire pas la santé, quoi. Et le mec il répond en marmonnant quelque chose en mode, il répond pas à ce que dit Mike, il répond en disant pourquoi vous vous écartez de moi. Il cherche vraiment à se rapprocher d'eux. Et en fait Mike et Gabriel ils font le tour de la table de ping-pong pour rester avec quelque chose entre le mec creepy et eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et à un moment ils se retrouvent au niveau d'une porte et cette porte donne sur une piscine. Cette porte avec piscine elle doit s'ouvrir avec un pass, un truc comme ça qui est réservé pour ceux qui habitent dans l'immeuble. Donc en fait si tu passes cette porte là et que quelqu'un qui n'a pas les clés reste, on va dire, dans le couloir, il peut pas aller dans la piscine. Mike et Gabriel passent cette porte là et le mec creepy lui il fonce vers la porte pour justement pas rester bloqué et pouvoir se trouver dans la même salle qu'eux. Mike et Gabriel continuent d'essayer de se dégager un peu et puis il y a un accès qui permet de sortir justement de cette salle de piscine. Une fois on va dire qu'ils ont plus la visibilité avec le mec, ils se cassent en courant. Ils foncent à toute allure dans l'immeuble pour essayer de se casser le plus rapidement possible. Ils veulent retourner chez Mike, donc ils se disent on va passer par l'escalier de secours. Ils ouvrent la porte d'escalier de secours et là, le mec creepy les attendait. Il avait prévu ce qu'ils allaient faire. Mike et Gabriel font demi-tour et ils se recassent vers une autre porte. Le mec se casse aussi
dans l'autre sens et en fait il faisait le tour pour justement les bloquer de l'autre côté pour qu'en fait ils restent coincés là où ils étaient. Donc là il n'y a plus de soupçon possible, le mec il a une intention plutôt négative envers eux. Mike, pour essayer de faire fuir l'homme, crie « On a appelé la police et on leur a dit que tu étais là ». Alors qu'en fait, Mike, il avait rien fait du tout. Il avait même pas son téléphone, le con. Ils avaient qu'une sortie possible qu'ils pouvaient prendre parce que, on va dire, dans la pièce où ils étaient, il y avait 3 portes. 2 portes auxquelles le mec pouvait accéder facilement et qu'il s'amusait, on va dire, à bloquer en se mettant toujours de l'autre côté de la porte, et une autre qui donnait vers l'extérieur. Mike et Gabriel ont donc foncé vers cette porte-là. Ils ont foncé, ils sont descendus 5 marches par 5 marches, ils ont éclaté toutes les portes qu'ils ont rencontrées pour sortir le plus vite possible, et enfin ils se sont retrouvés dans la rue. Ensuite, ils ont fait le tour du bâtiment pour retourner dans l'appartement de Mike. Ils ont tout de suite appelé la police, le 911 aux États-Unis, et ils se sont rendus compte que, en fait, l'ami, vous vous souvenez, quand ils sont arrivés à la machine qui distribue la nourriture, il avait pris une plante pour éventuellement se défendre. Et en fait, pendant tout le temps de la course-poursuite, il n'a jamais lâché cette petite plante et du coup, ils se sont tapés une petite barre sur ça. Oui, effectivement, quand tu veux des trucs comme ça, faut se détendre un petit peu comme tu le peux, quoi. Du coup, au téléphone avec la police, l'opérateur qui est en ligne dit à Mike qu'en fait, ils ont reçu beaucoup d'appels venant de son immeuble. Et qu'apparemment, en fait, la personne creepy qu'ils ont rencontrée, en fait, s'amusait à taper aux portes des appartements comme un gros maniaque, comme un fou. Après 1h30 d'attente qui leur ont paru interminables, la police arrive enfin à l'immeuble. La police leur a dit qu'en fait ils ont mis du temps à intervenir par rapport à l'homme en question parce que dans l'immeuble même, un autre cas encore dérangeant s'est produit. Quelqu'un est devenu totalement fou et il a fait en fait le sourire du Joker à sa femme. Est-ce qu'on ne conseillerait pas à Mike d'éventuellement essayer de déménager quelque part où il serait un peu plus en sécurité quand même? Du coup la police a cherché dans l'immeuble dans tous les sens et ils n'ont jamais trouvé la personne que Mike et Gabriel avaient rencontrée. Le lendemain, l'ami de Mike, Gabriel, est parti, il est rentré chez lui. Mike vit encore dans l'appartement, dans l'immeuble où tout ça s'est produit. Et ce qui le fait le plus peur, c'est que la personne qu'il a rencontrée, cette personne creepy, rôde encore dans la rue quelque part, aux alentours de son immeuble. Après, quelles étaient les intentions de cette personne-là? On n'en sait pas plus. On ne sait pas comment la personne est rentrée, on n'en sait pas plus sur le dispositif de sécurité autour de l'immeuble de Mike, s'il y a un digicode, s'il y a un sas ou il faut une paire de clés pour rentrer, ou si on peut rentrer facilement, on n'en sait pas plus sur ça, donc on ne sait pas forcément non plus comment le mec est rentré. Dans ce troisième et dernier récit, on va suivre l'histoire de Melissa qui avait 14 ans au moment des faits. Elle passait des vacances en Malaisie dans un type de camping assez particulier. En fait, c'était un camping qui flottait sur l'eau. Ce camping, en fait, bon, il avait des activités bateau, on va dire pour des jeunes, c'était faire voler des cerfs-volants, escalade sur la falaise qui était à côté et tout, mais on va dire, eux, ils résidaient sur des pilotis qui flottaient sur l'eau. Un soir où il faisait très beau, très bon, le groupe de Melissa voulait dormir, non pas dans les petits chalets qui étaient sur le camping flottant, mais qui voulaient dormir dans leur salle de couchage, on va dire à la belle étoile, sur une zone, on va dire, où il n'y avait que des planches de bois. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des toilettes, pour ceux qui résidaient sur ces trucs flottants, en fait ils faisaient leurs besoins directement dans la mer. Donc en fait ils avaient un trou et puis ils faisaient leurs besoins et puis on va dire ça partait dans la mer et puis basta. Il y avait une règle sur ce camping là, c'est que les personnes ne pouvaient pas se déplacer en dessous du groupe de 3. Donc s'ils devaient aller aux toilettes, il devait être 3 filles à aller aux toilettes. Il devait toujours être 3 par mesure de sécurité. C'est une résidence sur l'eau qui était composée uniquement de jeunes filles. Et du coup un soir, Melissa dormait dans son sac de couchage avec ses colocataires du camping. Et comme ça peut arriver, il y en a 3 qui ont voulu aller aux toilettes, donc ils sont allés aux toilettes. Et là Melissa du coup forcément ça l'a un peu réveillée parce que ça flotte sur l'eau, donc ça bouge, ça tangue. À un moment elle se retourne où elle regarde du coup l'eau. Et elle remarque une sorte de forme dans l'eau, une forme un peu triangulaire. Bon, elle se dit un truc qui flotte dans l'eau, enfin rien de bien anormal. Et puis à un moment, quelques minutes plus tard, elle a envie d'aller aux toilettes, donc elle se lève et puis elle va aux toilettes. Et sur le chemin, avant d'arriver dans la zone, on va dire dans la zone des toilettes, elle marche sur quelque chose qui lui fait mal au pied, un peu comme si elle avait marché sur un clou. Bon, elle se dit c'est peut-être un clou parce qu'ils ont dû fixer les planches et du coup, c'est rien d'anormal. Elle regarde l'eau et puis elle revoit cette forme un peu triangulaire, mais qui se rapproche. Et au fur et à mesure qu'on va dire qu'elle a le regard fixé sur ce truc-là, elle se rend compte qu'en fait, sur cette forme triangulaire, elle distingue une figure. Elle se rend bien compte, au bout d'un moment, que c'est bien le visage d'un homme. Elle remarque une sorte de fil de métal qui se dirige vers l'eau et vers la forme triangulaire.
Du coup, elle trouve ça assez anormal, on peut le comprendre. Sacrée réflexion quand on est en train de faire pipi ou caca. Ce qu'elle voit, ça lui glace le sang. Elle voit en fait que le fil en métal qu'elle a remarqué, il est en fait fixé aux planches de bois par un crochet. Et en fait, c'est ça qu'elle s'est pris dans le pied. Elle s'est pris le crochet et elle s'est pas pris un clou. Et à l'autre bout du fil en métal, en fait, il y a cette fameuse forme triangulaire. Et puis en fait, elle voit qu'il y a quelqu'un qui s'est fait un radeau un peu sommaire, qui est en train de se rapprocher doucement vers ce petit camping flottant. Et il se rend compte qu'en fait, il est un peu au niveau justement des toilettes. Là, le regard du mec sur son radeau et de Mélissa se croisent. Là, le mec lui sourit comme si, par son regard, il lui disait de continuer ce qu'elle faisait. En fait, le mec était juste en train de mater les filles en train d'aller aux toilettes. Et son but, elle pense, c'était en fait de se ramener dans le camping et de éventuellement, soit c'était un voyeur, soit un violeur, soit un pédophile. Enfin voilà, il n'y a pas de mots pour décrire ce genre de personne-là. À partir de ce moment-là, Mélissa est totalement figée et tétanisée. Le chef du camp remarque qu'elle est pas très bien, qu'elle est assez pâle. Donc, le chef du camp écoute Mélissa comme un grand frère, il est assez bienveillant. Mélissa lui raconte tout. Le chef du camp dit à Mélissa et au groupe de filles qui dormaient à la Belle Étoile de rentrer dans une des résidences aménagées pour qu'ils puissent dormir, on va dire, à l'abri des regards. Ils ont entendu pendant toute la nuit, en fait, des gens, les moniteurs, avec des lampes, courir en fait sur tout le camp. Mélissa, elle sait pourquoi en fait les moniteurs couraient, c'est qu'ils étaient à la recherche du mec. Mais la raison officielle, c'est que vu qu'il y avait du monde sur ce camping flottant, c'est qu'il y avait parfois des petits dégâts et du coup ils cherchaient un peu d'où les dégâts pouvaient venir pour les réparer en urgence. Ce que Mélissa se redit par rapport à cette situation, c'est que le mec, elle ne sait pas depuis combien de temps en fait il était sous le camping flottant et qu'en fait il attendait juste que la voie se dégage un peu pour pouvoir justement remonter son fil en métal et justement s'infiltrer dans le camp. En fait, il attendait juste le moment et puis après, Mélissa l'a débusqué et l'agitation, on va dire, l'a fait fuir. On ne sait pas si en fait le mec a été trouvé ou s'il a pu se barrer. Ça, c'est quelque chose qui doit faire extrêmement flipper et dont les moniteurs de la course doivent sûrement être formés, c'est faire attention, surtout qu'ils sont en pleine nature, qu'il n'y ait pas des gens mal intentionnés qui rôdent autour des camps justement pour justement mater peut-être les enfants ou quoi, ou essayer d'en enlever un parce que ça doit être le genre d'histoire qui doit sûrement être déjà arrivé. On en a fini pour ces trois histoires d'horreur. On va revenir sur une ambiance un peu plus cosy. J'ai décidé pour cette vidéo là de me focus sur des histoires en fait plutôt d'intrusion chez des personnes. La première vidéo c'était sur des rencontres dérangeantes plutôt en extérieur. Là c'est vraiment sur des gens qui s'infiltrent dans la maison. Je ne sais pas encore sur quel domaine sera la prochaine vidéo Thread d'horreur. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre d'expérience ou si vous avez des commentaires à faire sur ces expériences là. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!